Mesdames et messieurs, bon après-midi. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur Regard d'Afrique Télévision et vous êtes sur l'émission Afrique au féminin. Alors Afrique au féminin valorise la femme, notamment la femme qui s'implique dans la société, celle qui apporte et puis également une petite lumière, un petit plus et qui nous éclaire tout au long, n'est-ce pas, de son parcours. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme qui a plusieurs casquettes. Elle est certes camerounaise, elle a un peu tourné un peu sa bosse, roulé un peu sa bosse un peu partout dans le monde et elle nous revient au Cameroun avec un ouvrage. Et puis également, il nous parlera de son parcours, notamment de l'entrepreneuriat politique. Ah oui, on se pose la question à savoir, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat politique? Mais sans plus tarder, nous allons présenter l'invité qui n'est autre que Madame Stéphanie Pierrette, n'est-ce pas, moi, Congo. Bonsoir, Odile. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, merci, et vous-même? On voit que l'arrivée ici à Regard d'Afrique, c'était votre première également. Tout à fait. Alors, vous avez été bien accueilli? Très bien. L'accueil était chaleureux, ouais. Pas de souci. Voilà, aujourd'hui, on va parler notamment de vous, on va parler de votre parcours, de ce que vous avez eu à réaliser, et puis également de votre livre. Vous avez premier ouvrage qui parle de politique. On se pose la question à savoir, est-ce que vous êtes une femme politique? Déjà, si l'on va dans la base que tous les êtres humains sont des animaux politiques, alors oui, je suis une femme politique, oui, vous êtes une femme politique, oui. Tous les êtres humains sur Terre sont des femmes et des hommes politiques parce que nous sommes par essence des animaux politiques, tels que l'a dit Aristote. Allez, on évoque Aristote déjà, c'est déjà une bonne chose. On commence déjà avec la philosophie, mais sans plus tarder, on va commencer à poser les questions, n'est-ce pas, à notre invité. Mais avant, on aimerait bien savoir qui est cette dame, elle nous vient d'où également. C'est Madame Mwakono Elanga, certes, c'est peut-être de la région du sud ou du centre, elle nous dira d'où elle vient. On fait souvent ce petit briefing-là, à savoir, présentez-vous un peu, c'est vrai que c'est un peu difficile de se présenter. Alors, présentez-vous au public. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, je suis Pierrette Stéphanie Mwakono Elanga, une jeune Camerounaise d'une trentaine d'années. Alors, je suis du centre et de l'Est. Le papa est du centre, maman était de l'Est. Ouais. Vu que c'est le Maka que je parle le plus, j'aime souvent dire que je suis de l'Est. Alors, voilà, je suis une passionnée de politique. D'ailleurs, ça se voit avec cet ouvrage, passionnée de politique et passionnée de l'entrepreneuriat féminin. Donc, du haut de mes 5 petites années d'expérience, d'observation de la scène politique nationale, africaine internationale, j'ai cru bon de pouvoir écrire ce que je juge nécessaire pour pouvoir encourager les femmes et les jeunes notamment à s'intéresser, à se lancer et surtout à réussir en politique. Voilà, c'est un peu cette présentation. On ne sait pas où elle a fait ses études, mais néanmoins, elle nous a quand même présenté qui elle est. Voilà. Soit. Très fière d'avoir fait mes études à Soie. Voilà, Soie, c'est à l'université. Déjà, on souhaite félicitations à tous les bacheliers. On sait que les résultats sont sortis hier au Cameroun. Et puis, c'est vrai que c'était quand même 27% dans le territoire national. Mais néanmoins, aujourd'hui, on se rend compte que les séries scientifiques également aussi sont très prisées par les jeunes. Bon, c'est pas ça le sujet. Alors, on va commencer par aborder, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la consultance en stratégie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stratégies. Quand vous êtes consultante en stratégie, ça veut dire quoi exactement? Alors, quand vous êtes consultante en stratégie, ça veut dire que vous pouvez évoluer dans le monde de l'entreprise, d'une part, ou également dans le monde de la politique. Alors, un consultant, une consultante en politique, c'est la personne-là qui va venir établir les bases stratégiques pour pouvoir atteindre des objectifs de rentabilité ou alors d'évolution. Ça dépend du chef d'entreprise ou alors du politicien qui fait appel à un consultant ou une consultante en stratégie. Mais un consultant ou une consultante en stratégie, c'est cette personne-là qui a, comme qui dirait, les clés de votre entreprise, les clés de votre parcours, on va dire, politique, qui doit mettre sur pied des plans, des actions, des stratégies pour vous permettre d'arriver où vous voulez arriver, de réaliser tous vos différents objectifs, quel qu'il soit. Alors, c'est ce qui ressort un peu de la stratégie politique également. Et puis, on sait que vous êtes également entrepreneur politique, stratégie politique, entrepreneuriat politique. Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui distingue les deux? C'est relativement la même chose. Un entrepreneur politique, c'est tout comme un entrepreneur social ou un entrepreneur économique. C'est cette personne-là qui, voilà, va déceler une difficulté ou un problème, un besoin dans la société et qui va décider de résoudre le problème en apportant une ou des solutions afin que, voilà, la difficulté soit réduite ou disparaisse complètement.
Oui, on a déjà une première réaction de M. Talimbok, c'est un artiste. Je voudrais comprendre le métier d'entrepreneur politique et donc c'est quoi une entreprise politique et sa différence avec un parti politique, une formation politique, peut-être vous le dire. Alors, une formation politique et une entreprise politique, c'est juste des termes qui changent. Sinon, dans la pratique, c'est la même chose. Dans la pratique, c'est relativement la même chose. L'entrepreneuriat politique, comme je viens de le dire, c'est juste, voilà, mettre sur pied des différentes stratégies pour pouvoir résoudre un problème, résoudre une difficulté. Et dans le cas de la politique, c'est pour pouvoir conquérir et exercer le pouvoir tout simplement. Avec l'échéance de 2025 et le projet de bouleversement du calendrier électoral qui risque de mettre hors course certains candidats, quelle est la posture de l'entrepreneur politique? Alors, la posture d'un entrepreneur politique, c'est déjà d'avoir su déceler que c'était totalement évident que les élections législatives et municipales devaient être reportées. Parce que le pouvoir en place ne pouvait pas se permettre cette erreur stratégique de maintenir les élections municipales et législatives en février 2025. On risque de perdre relativement sa majorité au Parlement. Donc déjà, pour tout consultant politique ou tout entrepreneur politique, il fallait déjà savoir ça. Maintenant, qu'est-ce que ça bouleverse? Pas grand-chose, honnêtement, pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a des candidats, des opposants qui se plaignent parce que tel que les textes, le règlement est fait, c'est si vous n'avez pas de député à l'Assemblée, vous ne pouvez pas briguer la présidentielle. Donc ce n'est que eux là qui peuvent crier au scandale entre guillemets, mais sinon pour tout le monde, ce n'est pas un fait. Alors, sur une double casquette, quelle est la posture adoptée pour le décret qui veut que les managers d'artistes au Cameroun payent la somme de 500 000 francs pour avoir une licence professionnelle qui leur permet d'exercer pendant 1 an? Est-ce que l'auteur a un manager? Et puis, a-t-il ou va-t-il l'avoir? Ça, c'est une très bonne question. Si on se veut d'être professionnel dans ce pays, on doit également consentir à faire des sacrifices. Des sacrifices au niveau du travail, des sacrifices pécuniaires. Donc, si des experts se sont assis et ont estimé que cette somme est celle qu'il faut pour que les choses se passent bien dans ce domaine, alors pourquoi pas? Alors, nous avons une autre réaction de Armand Ogok, qui est journaliste. Comment votre expérience en tant qu'entrepreneur influence-t-elle votre approche de la stratégie politique? Quels sont les plus grands défis auxquels sont confrontés les consultants en stratégie politique au Cameroun aujourd'hui? Alors, la politique, c'est tout. La politique, c'est tout. La politique, c'est dans tout. Quand on comprend ça, on comprend très bien qu'on peut adapter la politique dans tout ce que l'on fait, dans toutes ces stratégies, dans n'importe quel domaine. Maintenant, la deuxième question, c'était laquelle? On dit, quels sont les plus grands défis auxquels sont confrontés les consultants en stratégie politique aujourd'hui? Déjà parce que la politique intéresse les populations camerounaises relativement quand il y a des échéances électorales. C'est la première difficulté. Intéresser le peuple, intéresser la population aux questions politiques, à la politique en général, parce que voilà, il y va de leur propre bien-être, s'intéresser aux questions politiques, s'ingérer même dans la politique gouvernementale. Ça, c'est le premier défi, faire comprendre aux hommes et aux femmes que si vous vous désintéressez de la politique, eh bien, la politique, elle va tout simplement vous faire, parce que c'est notre vie, c'est notre quotidien de tous les jours. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est, vu que ce n'est pas un métier qui est entré dans les mœurs et le quotidien des Camerounais, alors il est assez difficile de pouvoir mettre en évidence l'importance d'un consultant en stratégie ou d'un entrepreneur politique dans la vie des politiciens, dans la vie même des chefs d'entreprise, dans la vie de plusieurs autres personnes avec différentes casquettes. Ça, c'est la deuxième véritable difficulté. Et ensuite, la troisième difficulté, c'est au niveau de la satisfaction personnelle. Je peux faire du ça comme ça. Parce que vu que l'on n'est pas assez reconnu, il est assez difficile de pouvoir, comment dire ça, il est assez difficile de pouvoir s'imposer. Pour pouvoir voilà, avoir comment dire, une langue, un CV véritablement costaud dans ce domaine. Dans ce canevas, ok. On dit ici, comment voyez-vous l'évolution de la communication politique à l'ère des réseaux sociaux? Alors, c'est déjà en train de prendre un chemin très très bon.
Un chemin très très bon. C'est vrai qu'il y a encore des dérives parce que, si vous voulez, la communication politique au niveau des réseaux sociaux étant véritablement vers quelque chose, j'ai pas envie de dire de comique ou d'intrigue ou de clash, il faudrait que l'on sorte de là pour véritablement avoir une communication politique professionnelle comme ce qui se fait sous d'autres cieux, notamment aux États-Unis ou encore en France, où véritablement la communication politique, c'est ce qui fait et défait des rois. Alors, on va maintenant aborder le sujet littérature avec votre dernier ouvrage, Comment se lancer en politique, se lancer et réussir en politique, management d'une carrière politique. Ce livre, d'abord, il faut le rappeler, a été préfacé par le professeur Mathias Eric Onangini, n'est-ce pas? Et puis, c'est vrai que ce livre porte à réflexion, car on sait aujourd'hui que les femmes s'impliquent réellement en politique. Mais néanmoins, l'impact n'est pas si grandiose que ça, parce qu'il y a aussi également les aléas de la famille, il y a l'aspect culturel. Oui. Si une femme est mariée, elle a des enfants, ce serait difficile qu'elle aille mener une campagne à 2, 3 heures, 4 heures du matin, ou qu'elle voyage sans que peut-être la famille ou le mari ne réagissent. Alors aujourd'hui, quand vous imprimez ce livre, Se lancer et réussir en politique, à qui s'adresse-t-il réellement? Alors, cet ouvrage, Se lancer et réussir en politique, management d'une carrière politique, s'adresse principalement à des challengers politiques, des hommes et des femmes. J'ai envie même de dire des femmes et des jeunes. Parce que véritablement, c'est un livre qui est plus une sorte de guide méthodologique pour toute personne qui aspire véritablement à avoir voix au chapitre. Mais c'est très important ce que vous avez développé quand vous annonciez la question. En fait, il y a tellement de difficultés pour qu'une femme puisse véritablement briller en politique, parce que nous sommes déjà dans une société patriarcale. Étant dans une société patriarcale, il y a des présenteurs ou bien, j'ai envie de dire, des tâches qui sont, on sait que c'est la femme qui doit le faire et peu importe, elle ne peut pas avoir d'excuses, elle ne peut pas aller militer, elle ne peut pas être à une réunion tard dans la nuit. Monsieur ne va pas comprendre, la famille, on va la regarder d'un certain œil. Mais c'est important que le taux de représentativité politique des féminins augmente. Pour l'instant, nous sommes à peu près à 15% pour une population qui est à 51 ou 52% constituée de femmes. 52%, le gender sensitive, ça se limite à 52%. Exactement. C'est assez compliqué. Et quand on sait également que la population est estimée à 60% des jeunes de moins de 25 ans, mais qu'ils ne représentent que 20%, ça pose problème. Il faut se poser de bonnes questions. Il y a quelques années, on parlait de dépolitiser la jeunesse, mais aujourd'hui, on se rend compte depuis 2017, voilà, 2017-2018, à la dernière échéance politique, il y a beaucoup de Camerounais qui s'intéressent. Et là, sur les réseaux sociaux, par exemple, tout à l'heure, on vous a posé la question de l'impact sur les réseaux sociaux, qui, n'est-ce pas, demande aux jeunes Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Pourquoi vous voyez, que pensez-vous de cette montée, n'est-ce pas, de jeunes qui s'intéressent à la politique actuellement? Est-ce que c'est justement un vent de changement qui... On a envie d'espérer, on a envie de croire que véritablement c'est un vent de changement parce que notre société, notre pays en a grandement besoin. Un peu de changement, beaucoup de changement, même nous ferait du bien. Maintenant, ce vent qui demande de s'inscrire sur les listes électorales, c'est une superbe chose parce que véritablement, chacun doit y mettre de sa patte pour qu'on arrive, que l'on parvienne à ce changement. D'ailleurs, il faut être le changement qu'on a envie de voir dans la société, disait quelqu'un. Donc, s'inscrire sur les listes électorales, c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Tout à fait, depuis 2011. Hein, voilà. Très important. Voilà, on se rappelle encore l'histoire de Dominique Strauss-Kahn au Cameroun, quand on parle d'image politique. Et là, je vois que vous avez consacré un chapitre 12, construire et protéger votre réputation politique. À quoi cela concerne-t-il, notamment quand on parle de politique au Cameroun? C'est vrai que l'image politique au Cameroun est certes différente de l'Occident, mais est-ce qu'il est réellement nécessaire de protéger l'image politique pour avoir peut-être une meilleure visibilité, peut-être une meilleure assise face, n'est-ce pas, aux électeurs? Alors, peut-être ce livre, il est un peu en avance sur son temps, sur le Cameroun en particulier. Ah, vous êtes avant-gardiste? J'espère l'être, parce que véritablement, nous aspirons indéniablement à pratiquer la politique de manière professionnelle comme ça se fait ailleurs. On ne va plus rester dans ce qu'on appelle la politique du ventre vide ou de ce que nos aînés avant ont fait. Il y aura un moment donné où il y aura une rupture totale entre ce qui a été fait avant et ce qui doit être fait de la politique. Donc, quand on va arriver à ce point, d'ailleurs, de nombreux hommes et de nombreuses femmes politiques commencent déjà à
prendre conscience de l'importance de la chose, de l'image d'un homme ou d'une femme politique. Quand les politiciens vont véritablement prendre conscience de ce fait, alors il faudra construire son image politique, il faudra également la protéger. Vous savez, à l'aide des réseaux sociaux où on a des fakes, où on a des clashs, où on a avec l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, très forte, ça va être ultra difficile, véritablement compliqué de pouvoir protéger sa réputation, parce que si vous voulez, on élit un candidat sur la base de quoi? Malheureusement, nous ici en Afrique ou au Cameroun, on ne prend pas la peine de lire le programme politique, le projet de société des différents hommes politiques ou des femmes politiques. On élit la personne sur ce qu'elle représente, le visuel qu'elle nous rend, sur l'image qu'on a de la personne. Donc c'est l'une des raisons clés fondamentales de l'élection, de l'apport des voix. Mais on est quand même habitué au Cameroun, il faut le rappeler, à des débats politiques qui sont souvent menés, et également des sorties sur les réseaux sociaux. Quand vous allumez la télévision le dimanche, c'est un jour quand même affrété pour les débats au Cameroun. Mais néanmoins, on trouve des fois des écarts de conduite de certains candidats qui fustigent peut-être le chef de l'État, qui le traitent de tous les noms, et on voit certains même qui veulent en venir aux mains. Est-ce que cette image-là est le reflet peut-être des hommes politiques et des femmes politiques au Cameroun? En fait, est-ce que c'est le reflet de... En fait, il faut savoir qu'en politique, il y a, j'ai envie de dire, la morale ou comment dire, politiquement acceptable. Politiquement correct. Ouais. Vous savez, si c'est une ligne de démarcation, clasher ou fustiger le parti au pouvoir ou ceux qui l'incarnent, c'est une bonne stratégie si ça marche. Ah d'accord, donc vous êtes pour la diversion politique. Le principal c'est que ça marche. La stratégie c'est quoi? La stratégie c'est un plan qui marche. Au Cameroun ça marche, c'est ça? Non, vu que ça fait 42 ans que les mêmes sont au pouvoir, donc non, ça marche. D'accord, voilà. Il faudrait qu'ils changent. On va y revenir. Mais avant ça, on va prendre une rubrique, celle, n'est-ce pas, de quelques internautes, des journalistes néanmoins, qui vous ont posé quelques questions. Ils aimeraient savoir un peu quelles sont vos réactions face à peut-être le parcours que vous avez élaboré. Sans plus tarder, nous allons prendre cette rubrique vidéo, n'est-ce pas, adressée à l'invité. Voilà, bonjour Odile et bonjour à Pierrette et vos nombreux téléspectateurs. Alors Pierrette, je voudrais d'abord vous tirer un coup de chapeau parce que être entrepreneur politique au Cameroun, ce n'est pas évident. Et je salue également votre dynamisme parce que là, je vois vous avez, vous abordez plusieurs casquettes. Voilà, je vous tire un coup de chapeau. Alors ma question aujourd'hui, c'est de savoir si... dans un contexte comme le nôtre où les femmes sont, je veux dire, ténaillées par des normes traditionnelles qui les poussent à être uniquement ces femmes-là qui sont destinées à être au foyer, à faire des bébés, à s'en occuper. Est-ce que vous travaillez à ce que ces normes traditionnelles-là soient allégées afin que la femme puisse véritablement s'épanouir sur le plan politique? Peut-être que c'est l'occasion de nous présenter votre expérience à vous, qui pourrait inspirer pas mal de Camerounaises qui vous admirent en ce moment. Et aussi, je voudrais savoir si vous avez une sorte de panacée ou solution miracle, parce que lorsque vous venez à la télé pour parler, on dit « Waouh, ok, Pierrette, elle a fait du chemin. Hein. » Mais il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez déjà eue, vous avez une sorte de solution miracle pour que la jeune fille qui vous regarde aujourd'hui, qui vous admire, puisse s'inspirer de vous, ou alors pour qu'il y ait un quota un peu plus, je veux dire quoi, un quota un peu plus élevé, un peu plus important des femmes au niveau décisionnel. Merci. Alors, bon après-midi Madame Mwankono Elanga. C'est quoi déjà l'entrepreneuriat politique et quel est l'usage qu'on peut en faire au Cameroun dans un contexte marqué par une certaine crispation politique, dans un climat marqué par ce que certains observateurs appellent l'usellement des partis d'opposition?
Bon après-midi Odile, bon après-midi à Pierrette Stéphanie et bon après-midi à tous les téléspectateurs du Regard d'Afrique. Alors, c'est avec le cœur et la raison que j'interviens parce que Odile, vous recevez une grande femme, une femme d'impact. Toutefois, j'ai 3 questions à poser. Alors, dans un contexte assez difficile au Cameroun, avec la restriction des libertés, notamment l'actualité et la sortie du préfet du Fundi, quels conseils pouvez-vous prodiguer aux jeunes entrepreneurs? Alors, deuxième question, vous êtes entrepreneur politique. Alors, qu'est-ce que vous dites aux jeunes là qui tardent à s'inscrire sur les listes électorales? Et quand on sait les listes électorales, s'inscrire sur les listes électorales, c'est un devoir civique et citoyen. Alors, troisième et dernière question pour les jeunes qui souhaitent entreprendre. Quels conseils pouvez-vous prodiguer aux jeunes qui souhaitent entreprendre? Merci. La participation de quelques journalistes, notamment, qui parlaient de l'entrepreneuriat politique. Nous avons eu la première, Elisabeth Hassen, qui est justement correspondante du Cameroun de Deutsche Welle en Allemagne. Alors, selon vous, est-ce que la jeune fille pourrait quelque part un peu s'identifier en tant qu'entrepreneur politique au Cameroun? Bien sûr, il n'y a pas de raison du contraire. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution miracle? Je ne pense pas. Sauf que l'erreur que la plupart d'associations ou des programmes font, c'est d'éduquer la femme à part à la participation politique, j'ai envie de dire ça comme ça. Là. En fait, il faudrait sensibiliser la femme et l'homme en même temps. Parce que si vous allez dans des régions reculées, j'étais dernièrement à Bertois dans le cadre du renforcement des capacités politiques des femmes de ce côté-là. Alors, il était très important d'associer les hommes à cette cause parce que on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Nous ne sommes pas dans un cheminement féministe enragé, je pourrais dire ça comme ça, parce que véritablement, il n'est pas question de bras de fer. Alors, s'il fallait une solution miracle, c'est de sensibiliser, d'éduquer à la fois les femmes et les hommes à l'importance d'une participation politique des femmes, parce que véritablement, la femme, c'est la mère de l'humanité, comme on dit, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est elle qui connaît véritablement les difficultés et qui peut, par sa façon d'être, par la nature qu'elle inspire, faire disparaître ou alors amoindrir certaines difficultés que l'on rencontre dans nos sociétés actuelles. Si c'est ça, une solution miracle, alors ce serait tout bénef. Voilà, la femme politique au Cameroun, on parle notamment de la jeune fille. Et puis, c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes qui sont engagées en politique, mais est-ce que ça intéresse la plus grande majorité? Ça, c'est la grande question qui reste toujours à prédéfinir. Alors, Madame Mwankono, on va revenir avec vous, avec votre ouvrage. C'est vrai qu'il y a également, on oubliait déjà, la question de Yahya Idrissou, le journaliste, qui, n'est-ce pas, évoquait la décision du préfet du Fundi, notamment concernant les sorties quelque peu qui ne sont pas libérales, qui vont un peu à l'encontre de la gouvernance politique au Cameroun. Comment est-ce que vous la trouvez? Est-elle dure ou bien est-elle, n'est-ce pas, comment on peut dire, s'assimile-t-elle facilement avec il est zélé. les citoyens lambda? Il est zélé, il fait beaucoup de zèle. J'ose espérer qu'il va se rétracter parce que là, nous sommes véritablement en train de partir dans une politique de musulmans. On est en train de faire régresser la liberté d'expression. Vous avez vu où on ne critique pas un gouvernement, on ne critique pas les acteurs, on ne critique pas les membres du gouvernement. Ça ne se fait pas. Ça se fait. Ça se fait même dans les grandes démocraties. C'est ça qu'on appelle démocratie, effectivement. La démocratie induit, liberté de parler, tout à fait. Liberté d'expression, liberté de parler, liberté de dire quand on n'est pas d'accord, etc., etc. C'est vrai que ceux qui appellent à mettre la République à sang et en feu, ceux-là, véritablement, ils sont à part. Parce que ça, c'est à part, mais porter critique, donner son expression, donner ce à quoi on pense, ce que l'on croit, et être menacé d'être chassé du Fundi, je trouve ça un tout petit peu ridicule, mais bon.
Oui, c'est vrai que vous avez un chapitre 14, gérer la critique. Avec vous avez cette petite note, prenez les critiques au sérieux, mais pas de manière personnelle. S'il y a du vrai ou du mérite dans la critique, essayez d'apprendre d'elle, sinon laissez-le glisser à côté de vous. C'était une citation d'Hillary Clinton. Voilà, que trouvez-vous que pensez-vous face à ce petit adage qui est dans votre ouvrage et qui arrive justement à point nommé avec la sortie du préfet? Non, mais ça illustre parfaitement. Vous savez, dès lors où vous faites quelque chose, vous allez être critiqué. Maintenant, en fonction des critiques que vous allez recevoir, vous serez apte à savoir si ce que vous avez fait est bien ou pas. Il faut néanmoins avoir le discernement pour pouvoir capter toute cette petite nuance. Maintenant, mais face aux critiques qui ne sont pas constructives, vous laissez couler. Mais quand vous avez affaire à des critiques qui vont vous amener plus loin, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, l'humilité de le comprendre et l'humilité véritablement de mettre en pratique ce qui découle de toutes ces critiques. Donc, on vous parlera peut-être de démocratie africaine et démocratie peut-être occidentale ici. Est-ce que vous croyez qu'il y a une nuance entre les deux quand on parle de démocratie en politique? Ça, c'est un débat assez profond. Déjà parce qu'en Afrique, est-ce qu'on connaissait la démocratie? Est-ce que la démocratie africaine? Je ne pense pas. On avait interprété peut-être avec les sociétés qui étaient hiérarchisées avec... on avait notre type de société qui était plus, on va dire, soit monarchique. Dans ce cas, on ne doit pas se plaindre des 42 ans de notre président en place, si on veut retourner dans ça. Maintenant, si on veut faire la démocratie telle que elle est pratiquée en Occident, parce que la démocratie, elle est occidentale, alors l'alternance au pouvoir, la liberté d'expression sont des principes, on peut pas faire sans. Alors, il y a une autre question qui arrive. Selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur dans le domaine politique? Les qualités essentielles, c'est déjà l'engagement. Le premier, je dirais l'engagement. L'engagement, c'est déjà de mettre le doigt sur un problème, sur quelque chose qui ne marche pas. Quand on met le doigt sur quelque chose qui ne marche pas et que l'on s'engage véritablement, on va essayer de mettre sur le papier ou en pratique les solutions que l'on estime être les meilleures pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, tel un entrepreneur économique ou social, un entrepreneur politique doit avoir le même mécanisme, le même cheminement. Il n'y a rien de différent, peut-être le terrain, quoique c'est toujours la même chose. Alors, nous avons une réaction de Oscar Abessolo. Au vu de la pression exercée dans le processus d'inscription, penses-tu que l'environnement politique est en pleine mutation ou s'agit-il juste d'un autre enfumage du système? On le saura en 2025. Véritablement, on le saura. Là, il y a une sorte de comment dire ça, d'ouverture peut-être. Voilà, exactement, tout à fait. Mais ça, véritablement, ça a commencé avec la hausse des prix en début d'année. Là, c'est en train de s'essouffler. On verra si, à partir de, j'ai envie de dire, septembre 2025, je pourrais répondre à cette question, je reviendrai. Alors, il continue en disant, à quel niveau se situe selon vous le problème de la transparence électorale au Cameroun? Ah, ça c'est une question intéressante, ça. Hein? C'est une très très bonne question. On va demander à Elecam. Ah, vous nous renvoyez chez Elecam, hein? Mais c'est eux qui ont tous les tenants et les aboutissants pour répondre à cette question. Mais sinon, de notre point de vue, vous savez d'ailleurs, quand vous partez voter, le processus il est assez simple, il est somme toute transparent. Ah, d'accord. De notre point de vue, on ne peut que dire qu'il est transparent maintenant. S'il y a des PV qui disparaissent, s'il y a des morts qui votent, s'il y a des... On ne sait pas. Des enfants qui votent. Voilà. On va y revenir une autre fois. Alors, vous avez Victor Anoyada, toujours journaliste. Quelle est la nuance entre un politologue et un entrepreneur politique? La première question, quel est le lien entre les trois fonctions que vous occupez? Le lien entre les trois fonctions que j'occupe, à savoir consultante en stratégie, entrepreneur politique et auteur, en fait, j'ai pas envie de dire que c'est la même chose, mais disons, c'est complémentaire. Une consultante en stratégie, c'est quelqu'un qui peut naviguer dans toutes les sphères pour pouvoir donner des plans, pour pouvoir donner des stratégies pour que l'entreprise ou la personnalité puisse arriver à ses objectifs. Quand on fait le parallèle avec l'entrepreneur politique, si on sait tous ce que c'est qu'un entrepreneur, alors on voit très bien à quel moment ces deux points
se rencontrent. Maintenant, auteur, je mets juste mes expériences de mes 2 casquettes sur papier. Je les couche sur papier, tout simplement. Voilà, nous avons... Oh, il y a beaucoup de réactions. José Méli, qui est également auteur, elle vous pose la question à savoir pourquoi vous nous présentez ces filières... Pouvez-vous nous présenter ces filières innovantes? En l'occurrence, la consultation en stratégie et l'entrepreneuriat politique, ainsi que le profil attendu de ces acteurs. Êtes-vous souvent sollicité par les communautés ou les entreprises pour optimiser leur stratégie? Quelques cas d'école pour éclairer notre long terme. Ah, c'est beaucoup de questions. Hein. Au niveau de la pour ça, il faut bien qu'on déroule un peu. Pouvez-vous nous présenter ces filières innovantes, en l'occurrence la consultation en stratégie et l'entrepreneuriat politique, ainsi que le profil attendu de ces acteurs? En fait, pour être consultant en stratégie, il faut juste... ça dépend des filières que vous choisissez. Moi, j'ai fait sciences politiques, je me suis spécialisée en institutions stratégiques et relations internationales, mais sinon, il y a d'autres filières qui amènent à cela. Entrepreneur politique, c'est quasiment la même chose, c'est un peu comme un entrepreneur. Il n'y a pas véritablement d'école, il faut juste avoir la passion, l'étincelle. Bon, maintenant, auteur... Il faut juste savoir faire les phrases, mettre comme il faut, ajouter du piment et je crois que ça donne. Après. Voilà, vous avez donné quelques astuces, c'est une sauce, voilà, vous mettez quelques condiments et puis voilà, ça va marcher. Mais il faut quand même vous former, la formation est très importante, de se former justement, sinon on n'en serait pas là assis en train de parler et d'échanger aujourd'hui. Êtes-vous souvent sollicité par les communautés ou les entreprises pour optimiser leur stratégie? Les startups, oui. Pas les startups, oui. Mais sinon, c'est beaucoup plus ma casquette politique, on va dire, sollicitée par des jeunes loups ou des jeunes louves politiques pour pouvoir faire la communication politique, pour pouvoir, égrener les différentes stratégies politiques pour pouvoir gagner du terrain. C'est plus dans ce sens-là que je suis sollicitée, beaucoup plus les pays environnants là. Et notamment également en Afrique de l'Ouest. Mais sinon, en termes, si on va dans le thème entreprise, beaucoup plus du côté du Congo-Brazzaville, où véritablement je suis en train de mettre sur pied, avec des collègues de ce côté-là, une agence de communication et de marketing, dans ce sens. Oui, est-ce que vous avez remarqué que la politique, peut-être la démocratie africaine, évolue différemment de l'Afrique centrale, on va citer 2 exemples, et l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Je dirais que c'est beaucoup plus un héritage social. Il y a le Mali, le Burkina, le Niger, oui, voilà, ils sont en train de changer, le Sénégal même déjà. Non, c'est vrai, eux, ils sont plus développés en termes de démocratie, on va dire ça comme ça. Là. Il y a une sorte de... comment dire ça? Je n'ai pas envie de dire retard, parce que ce n'est pas véritablement le thème de retard. Je n'ai pas envie d'employer ce thème, mais... C'est encore fermé. En Afrique centrale, il y a encore... l'ouverture d'esprit n'est pas encore véritablement... on ne la voit pas véritablement. Bien assimilée, en fait, on peut le dire. Tout à fait. Ouais. On reste dans quelque chose qui a réussi avant et on ne veut pas quitter de là. Ah, donc c'est le changement qui oui, le changement, il est assez dur ici. Là. Pourtant, ailleurs, il y a cette envie de changer. Et quand véritablement il y a cette envie de changer, les gens, ils mettent les moyens. Ils mettent véritablement les moyens. On a vu par exemple au Sénégal, quand Ousmane Sonko était malmené, c'est la population qui s'est levée. C'est la population qui a dit mais non. Parce qu'ils ont cette culture de changement qui est présente dans leur vie. Ce qui n'est pas le cas en Afrique centrale. Je dis bien en Afrique centrale où les choses sont encore assez hermétiques. Alors, on accuse souvent l'entrepreneur politique de détruire plus de richesses qu'il n'en crée indirectement par les réformes institutionnelles qu'il permet. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est faux. Mais écoute, développer hein. Ça, c'est faux. Développer là. Ça, ça n'a pas lieu d'être. C'est un peu comme si on va accuser les entrepreneurs économiques de détruire l'économie. Ça n'a pas de sens. Nous sommes là pour donner des orientations. Maintenant, si on ne nous écoute pas ou si on nous écoute mal, c'est pas de notre faute. Nous, on donne des orientations pour le bien-être commun. Maintenant, on n'a pas la décision finale. Il faudrait questionner ceux qui ont la décision finale. Alors, on va continuer, mais on va d'abord prendre une petite page de publicitaire pour un peu essayer de détendre l'atmosphère. Sans plus tarder, avec le concours de la régie, on pourra voir la page publicitaire. Je
Je m'appelle Ramen Dubois Atangana, PDG de l'entreprise Dubois Events, agence événementielle qui regorge plusieurs branches, à savoir la décoration, les mariages, baptêmes, anniversaires, la location du matériel événementiel. Oui, vous pouvez louer le matériel sans toutefois faire recours à un décorateur. On vous livre votre matériel, ça peut être des tentes, ça peut être des chaises, ça peut être le couvert, ça peut être des nappes. La troisième branche, c'est le service traiteur. Nous faisons dans la préparation des différents mets que vous souhaitez avoir durant votre réception. Donc voilà les différentes activités que regorge l'entreprise. Et puis la décoration est une activité dans laquelle je me suis lancée avec passion parce que j'aime le beau, l'esthétique et tout ce qui est chou. Yaoundé, la ville aux 7 collines. Capitale politique du Cameroun, siège des institutions mais également siège des génies novateurs dans l'entrepreneuriat féminin. C'est le cas de Nikez Ngono qui a eu la bonne idée de donner un caractère luxueux aux formules culinaires et aux breuvages ancestraux des comtés rurales. Je suis Nikez Apollonie Ngono, promotrice de l'entreprise Sagara S.A.L. qui produit principalement l'infusion à base d'aubergines sauvages. Instigatrice du réseau des femmes rurales du Cameroun, un conglomérat qui lui permet d'obtenir les matières premières de son sésame. Le Mendi Medzom, une innovation à partir des pratiques culinaires ancestrales Boulou, une tribu située dans le sud du Cameroun. L'histoire du Mendi Medzom, c'est ma grand-mère paternelle qui est du sud, qui aujourd'hui elle a 86 ans parce que l'année dernière lorsque je commençais, elle était un peu plus dans les 84-85 ans. Donc j'avais remarqué chez elle qu'elle est très solide. Ça fait que je suis rentrée sur Yaoundé. J'ai fait des recherches sur ce que c'est que le Mendi Medzom, cette tisane des aubergines sauvages qui est différente de tout ce qu'on boit généralement. Et l'idée était de faire en sorte que tout le monde puisse profiter de cette tisane, de cette infusion. C'est déjà d'abord culturel, c'est une richesse, c'est cette culture que je souhaite vendre à l'extérieur du sud Cameroun, c'est-à-dire venir avec au centre, venir avec à l'est, faire connaître à tout le monde ce que c'est que le Mendi Medzom chez nous. Le Mendi Medzom est une infusion à base d'aubergines qui serait le secret de la solidité des personnes âgées. C'est du moins ce que laisse entendre Nikez Ngono, heureuse bénéficiaire de l'accompagnement offert par la marque Beaufortlight à travers son concept Femme autonome et fière. Avant les brasseries, nous travaillons de manière, on va dire, informelle. Je produisais à la maison des quantités pas énormes. Avant, c'était très compliqué pour pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, je travaille mieux, le coût de production a diminué, j'ai de grosses quantités et la visibilité avec les boissons du Cameroun m'ont offert vraiment quelque chose d'inachetable. Parce que partant de cette cérémonie de remise, déjà, j'ai commencé à avoir des contrats, j'ai commencé à être connue, ça a entraîné d'autres personnes, d'autres médias vers moi. Donc aujourd'hui, je puis dire que Mendi Medzom fait son bonhomme de chemin, même comme il reste encore beaucoup de choses à faire. Son histoire avec le Mendi Medzom part d'un constat. Les populations des zones rurales sont plus en forme que celles des grandes métropoles, qui sont le plus souvent sujettes à des maladies telles que les cancers et autres gangrènes. Il se trouve qu'en buvant le Mendi Medzom, vous nettoyez à 98% le mauvais cholestérol. Et parce que vous nettoyez le mauvais cholestérol qui est dans l'organisme parce que nous mangeons mal, parce que la consommation vraiment c'est qu'on mange mal aujourd'hui. Donc le Mendi Medzom nettoie le mauvais cholestérol. Lorsque le mauvais cholestérol est nettoyé et que vous avez une meilleure circulation sanguine dans l'organisme, vous n'avez pas de problème de tension, de diabète, de surcharge pondérale, vous n'avez pas de problème de lourdeur. Donc principalement ce sont des vertus du Mendi Medzom. À côté de ça,
Pendant que lorsque un consommateur boit, il me revient, me dit écoute, j'avais une douleur au cœur, je ne l'ai plus. J'ai même déjà les bébés Menzimezan parce qu'il y a une dame qui m'a appelé, m'a dit ton Menzimezan m'a donné le ventre. Je lui ai dit mais c'est quoi le ventre? Le Menzimezan enlève le ventre, diminue le ventre ou ça donne. Il me dit non, tu n'as pas compris, c'est que je suis enceinte. Donc c'est une richesse que nous avons entre les mains qu'il est extrêmement important de faire connaître, de labelliser, parce que mon rêve c'est de faire du Menzimezan le drapeau du Cameroun. Lorsque on dit qu'est-ce que vous avez au Cameroun, on dit le Menzimezan. En le faisant, nous travaillons avec les femmes rurales. Nous travaillons pour l'autonomisation des femmes rurales qui sont les principales cultivatrices de la matière première du Menzimezan. Donc en achetant un paquet d'infusions, vous contribuez à l'autonomisation de la femme rurale. Dans le souci de faire profiter sa découverte et de réduire le problème de l'espérance de vie, Mikes Ngono a décidé de moderniser la formule sans la changer. Le résultat final, aujourd'hui, c'est un thé aux aubergines sauvages. Je remercie les boissons du Cameroun pour la belle initiative envers les femmes, envers l'autonomisation de la femme. J'espère que l'aventure va continuer et qu'elle va durer et durer, je dirais jusqu'à l'éternité. Merci beaucoup. Beaufort Light, riche en goût, light en calories. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Nous sommes de retour. Si vous êtes assis, surtout ne partez pas. Nous sommes avec Madame Pierrette Stéphanie Mwakongo et Langa. Elle parle, n'est-ce pas, de ces trois casquettes également. Elle nous a un peu déroulé ce qu'on appelle l'entrepreneuriat politique. J'espère qu'il y a des téléspectateurs qui sont assis, qui veulent vraiment se lancer en politique. Ah oui, posez vos questions. Elle est là pour répondre à toutes vos questions. Elle est là aussi pour apporter un peu de punch, notamment aux questions. C'est vrai qu'avec le temps, nous avons toujours des questions qui arrivent. Voilà, c'est Chris Njoko. Il vous pose la question à savoir comment contourner la politique pour pallier au problème de pauvreté. Comment contourner la politique? Pour pallier au problème de pauvreté. On ne peut pas contourner la politique. La politique, c'est tout. La politique, c'est tout. Ça n'a pas de sens, cette question. Elle a un sens, la question, mais déjà la politique... Non, mais peut-être il a peut-être mal formulé. Peut-être comment faire en politique pour peut-être avoir peut-être un accès à l'entrepreneuriat. Bon, si vous travaillez en politique, est-ce que ça peut vous aider à pouvoir peut-être émerger dans l'entrepreneuriat, avoir du succès? Bon, pour avoir du succès dans l'entrepreneuriat, il faut déjà avoir une idée d'entreprise. Du moment où vous avez une idée d'entreprise et que vous mettez les moyens en jeu pour pouvoir faire grandir votre entreprise, vous allez pouvoir employer de nombreux Camerounais très bien qualifiés et vous allez pouvoir vous étendre dans toute la sous-région ou ailleurs. Mais il faut déjà avoir une excellente idée d'entreprise. Mais vu que l'eau chaude a déjà été inventée, il faut pouvoir avoir la valeur ajoutée à votre entreprise et pouvoir consentir à faire tous les sacrifices qu'il faudra pour briller. Voilà, briller. L'entrepreneuriat, solution pour résoudre les problèmes de la pauvreté ou dynamiser les entreprises camerounaises. Pardon? L'entrepreneuriat, solution pour résoudre les problèmes de la pauvreté ou pour dynamiser les entreprises camerounaises? C'est une solution parmi tant d'autres, mais c'est une solution qu'il faudrait encadrer. C'est une solution qui nécessite un encadrement, un engagement et véritablement des ressources et des fonds nécessaires pour. Voilà, on prend une dernière question. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes bacheliers qui entrent à l'université aujourd'hui? C'est vrai qu'on a évoqué ça tout en début d'émission, 27%, 52%, le bac D, c'est déjà bien, les séries scientifiques se sont démarquées. Alors, quel est le conseil que vous leur donneriez après avoir eu l'examen, vu que vous êtes passé par là? C'est vrai que le chemin est long quand même, non? Alors, le premier conseil serait déjà de savoir quelle est leur passion. Ensuite, en fonction de leur passion, de voir ce qu'ils ont envie de faire.
parce que c'est très important. Quand vous êtes passionné parce que vous voulez faire, peu importe les échecs que vous allez rencontrer, les difficultés, les obstacles, vous allez pouvoir les surmonter. C'est le premier conseil que je donnerai. Ensuite, le deuxième conseil serait véritablement de voir les filières ou les domaines où on recrute et les domaines porteurs d'emploi. Ça ne sert à rien d'aller s'inscrire dans des filières, franchement, qui vont plus juste vous faire avoir des diplômes pour avoir des diplômes, mais non pas vous préparer à être, comment dire, un produit fini demain à être employé dans une entreprise ou vous-même de créer votre propre entreprise. Donc, c'est le conseil que vous donnez aux jeunes aujourd'hui. Tout le monde peut-être ne peut pas travailler dans l'administration, ou bien il faudrait se lancer. L'administration ne peut pas. Malheureusement, c'est vrai que l'État est le premier employeur, ce qui n'est pas une chose aisée, parce que véritablement c'est le secteur privé qui devrait faire le job. Mais tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas être employé par l'État, donc il faut trouver des palliatifs. Les palliatifs, c'est quoi? C'est de s'auto-employer, c'est véritablement d'aller dans des domaines porteurs ou vers d'autres pays. Alors, nous avons une réaction de M. Gadji. Dans notre contexte marqué par les échéances électorales à venir, présidentielles, législatives, comment voyez-vous l'évolution du paysage ou du climat politique dans les prochaines années et même actuelles? Et quels sont, selon vous, les enjeux stratégiques les plus importants auxquels les entreprises, la société civile, la communauté et les gouvernements doivent faire face dans ce processus? Pour moi, c'est juste le relèvement du taux de participation politique des jeunes et des femmes. Je ne le dirai jamais assez parce que ce sont des franges de la population qui sont mises de côté, mais ô combien qui sont importants. Maintenant, les élections à venir, elles peuvent, je préfère dire ça comme ça, elles peuvent être cruciales, elles peuvent marquer un tournant, mais faudrait-il encore que les candidats ou ceux qui brigueront des postes électifs soient véritablement ceux qui ont à cœur le bien commun. C'est pour cela qu'il est important, au-delà de s'inscrire sur les listes électorales, il est important d'apporter des alternatives en se portant soi-même candidat à l'élection présidentielle, à l'élection législative, au municipal. Parce que si véritablement on a les mêmes candidats qu'avant, le système ne peut pas changer. Si on n'a que les mêmes personnes qui sont là depuis des années, on a le choix rien qu'entre eux. Forcément, que l'on décide de s'abstenir ou que l'on vote, on va juste voter pour la continuité d'un système. Alors il faut pouvoir s'armer, il faut pouvoir se former, il faut pouvoir oser se lancer en politique pour pouvoir proposer un choix, pour offrir le choix à la population du changement, tout simplement. Donc, en 1990, on a fait suite au multipartisme intégral au Cameroun. Est-ce que vous étiez pour le multipartisme, car on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 300 partis politiques et il y a quelques mois déjà, le ministère de l'administration territoriale a n'est-ce pas, validé 40 nouveaux partis politiques. Est-ce que selon vous, avec la naissance de tous ces partis politiques, en 90, on peut parler de multipartisme? Je n'avais pas mon mot à dire encore. En 90, j'avais 1 an. Donc, mais est-ce que c'est un multipartisme à outrance qu'on a dans ce pays qui ne sert pas les intérêts au final? Parce que les voix, si vous voulez, les énergies sont tellement éparses de part et d'autre qu'on ne peut pas véritablement avoir une scène ou un paysage politique véritablement porteur. On est à plus de 300 partis politiques. C'est trop. Déjà, il y a des partis politiques, on ne les connaît même pas. Il y en a qui vont apparaître là juste pour les élections présidentielles, après, aussitôt qu'ils vont disparaître. Mais véritablement, qu'est-ce que ces partis politiques apportent au peuple au quotidien? C'est quoi leur valeur ajoutée dans mon quotidien, dans votre quotidien, dans le quotidien de cette maman qui est au marché Mokolo, par exemple? Il y a une partie de... Comment dire ça? Il y a une frange, un domaine, un rôle. Une mission qu'ont les partis politiques, c'est l'éducation des masses. Mais on ne les voit pas. Ils n'éduquent personne. On les voit le dimanche, demain, là, ils seront en train de se tirer. Ils vont voler bien bas dans des débats du dimanche politique. Mais à part ça,
on ne voit pas la nécessité d'avoir autant de partis politiques. Donc, si on revenait même à un bipartisme et avec quelques indépendants, sincèrement, ce serait beaucoup mieux. On aurait véritablement de la substance dans ce domaine. Donc vous n'êtes pas pour ce multipartisme? À outrance, non, c'est trop. C'est trop. 300 partis politiques, pourquoi faire? Ça veut dire que chaque ethnie a son parti politique alors. C'est trop. Ah, vous évoquez la question de l'ethnicité également. Je vous ai tendu le bâton. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de tribalisme dans certaines formations politiques. On ne va pas les citer ici, mais il y a toujours des réactions dans certains médias où on évoque beaucoup le tribalisme et les séparations. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Cameroun est un pays où le tribalisme règne? En fait, vous savez, les partis politiques du Cameroun et dans certains autres pays ont cette particularité qu'ils incarnent la personne qui soit fondée ou qui est le président. Il y a cette personnification au niveau des partis politiques qui fait en sorte qu'ils donnent cet écran de fumée que un parti politique est à l'image de l'ethnie de son fondateur ou de son président, malheureusement. Vous savez, à l'époque, l'UPC, c'est vrai, je n'étais pas en connais, mais j'ai lu, l'UPC, comment dire, a réussi à intégrer des leaders de différentes ethnies, différentes tribus. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été pourchassé jusqu'au point d'imploser parce que l'UPC de maintenant, ils sont divisés, il faut le rappeler, ce n'est plus ça. Ouais. Mais quand il y a Abiba Issa, ils sont divisés, Baloguel Kok, voilà, effectivement. Mais véritablement, quand on essaye un peu de lire la trajectoire des autres partis politiques, on pourrait bien s'aligner sur le fait que ce sont des partis à caractère ethnique, ce qui ne serait pas une bonne chose parce que véritablement le parti politique doit intégrer, c'est un peu comme le Sénat, il doit intégrer toutes les composantes de la population. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit par exemple quand le parti au pouvoir a la majorité à l'extrême nord, dans le grand nord, dans le septentrion, ça veut dire que quelque part il a déjà gagné les élections? Vous savez, le septentrion c'est le vivier électoral. Donc, si vous gagnez le septentrion, vous avez relativement 60-75% de chances de remporter une élection parce que c'est là où il y a le plus de population. Donc, c'est logique, c'est juste mathématique. En fait, c'est juste mathématique. Si vous remportez le plus de voix, forcément, vous gagnez l'élection. Et le septentrion, en général, c'est le vivier électoral. Et si tu gagnes le septentrion, tu peux déjà sabrer le champagne. Alors, quand vous faites un regard politique un peu de la sphère politique camerounaise, si on vous posait la question, c'est vrai que c'est un peu, ce serait un peu déplacé. Est-ce que vous pensez que le parti au pouvoir pourrait viser la continuité? Sur les futures échéances, je parle de futures échéances politiques. Mais c'est la mission de n'importe quel parti politique. Exercer le pouvoir, conquérir et exercer le pouvoir. Le parti au pouvoir exerce déjà le pouvoir. Ils ne vont pas se dire, bon, on a déjà 42 ans, on est fatigué, on va laisser. Non. Eux, ils sont dans la logique de continuer. Et ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas leur reprocher ça parce qu'un parti politique, en plus d'éduquer les masses, est à conquérir et exercer le pouvoir dans leur mission. Donc, eux, ils veulent continuer à exercer le pouvoir, ce qui est somme toute logique. On parle n'est-ce pas, devoir civique, devoir citoyen, de s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes Camerounais sont déjà aptes à pouvoir tous s'inscrire? Quand on voit que les CAM, déjà on félicite déjà la grande masse qui s'inscrit, que les CAM va déjà un peu, même dans les régions, n'est-ce pas, aider les jeunes à pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Quel est justement le regain des jeunes aujourd'hui face à la chose politique? Parce qu'on voit aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus qu'il y a quelques années. C'est la vie qui devient de plus en plus dure. On ne peut plus faire la sourde oreille. La vie qui devient de plus en plus dure fait en sorte qu'on essaye de trouver solution partout. Et on se dit qu'en changeant les personnes en place, les choses pourront s'améliorer. C'est l'occasion pour moi de féliciter le travail qu'Abba et les CAM sur le terrain. Et les CAM est aidé par des acteurs de la société civile. Ils font un travail remarquable. Maintenant, c'est vrai que les jeunes sont de plus en plus enclins à s'inscrire sur les listes électorales. Mais pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut avoir des cartes d'identité. C'est vrai que... on en vient à la question de la carte nationale d'identité. C'est la base. C'est la base. C'est vrai que
on sera un peu comme pour les passeports, c'est 2 jours, c'est ça? 2 jours, effectivement, 48 heures. 48 heures, 15 500. 15 500, ouais. Moi j'ai entendu 17 300. Mais avec la vie qui devient dure, et si on essaye un peu de, comment dire, déblayer les goulots d'étranglement, de corruption dans les différents ATL, ce serait également une très très bonne chose. Et il y aurait plus d'inscriptions. S'il y a plus de jeunes qui ont des cartes nationales d'identité, il y aura plus d'inscriptions sur les listes électorales. Alors, nous sommes toujours avec Madame Mwakongo et Langa qui nous parlent, n'est-ce pas, de politique, d'entrepreneuriat politique. Les réactions sont venues un peu de partout. On aimerait bien savoir à quoi ça sert, ce que ça peut amener au Camerounais lambda et pourquoi s'intéresser à la politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande de s'inscrire sur les listes électorales, mais pourquoi le fait-on? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que voter peut apporter un changement? Ça, c'est la question qui va être reposée encore une fois de plus à Madame Elanga. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui se plaignent déjà sur les réseaux sociaux. Ils font même des directs. On voit des jeunes qui, n'est-ce pas, essayent de faire d'écrire des mouvements, écrivent des lettres au gouvernement, se plaignent de la vie chère, la cherté de la vie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans certaines régions. Il y a même des gens dans ce quartier qui disent on fait 2-3 jours sans eau, sans électricité. Est-ce que cela revient au gouvernement de pouvoir satisfaire les populations? Est-ce que le vote aujourd'hui est peut-être la solution à trouver pour avoir le candidat idéal? Vous saviez, si la population connaissait son pouvoir, il n'y aurait pas toutes ces dérives que l'on voit à l'heure actuelle. Parce que vous voyez ailleurs, quand il y a peut-être un problème, aussitôt, le membre du gouvernement ou l'élu local, s'il n'arrive pas à régler ce problème, soit il démissionne, volontairement ou pas, soit voilà, le prochain mandat, il n'est pas réélu. Mais nous avons, c'est le moment de s'interroger nous-mêmes, nos populations, c'est quoi notre part de responsabilité dans tout ce foutoir qui règne. On a notre part de responsabilité parce que voilà, on donne tous les pouvoirs à nos élus locaux, à nos gouvernements, on ne sait même pas qu'on peut faire nous-mêmes la gendarmerie auprès de ces personnes qui sont là pour notre bien commun. Parce qu'en fait, ils sont là pour nous faire du bien. Ils sont là pour notre bien commun. Mais combien ici-là peuvent rencontrer leur maire ou leur député pour leur poser leurs problèmes? Combien savent même qu'ils ont ce droit et même ce devoir? Non, il faut le dire, Vous êtes également là pour nous éclairer. Donc, le citoyen lambda a le droit de rencontrer les élus locaux. Bien sûr. Si peut-être vous faites 2 jours sans électricité, vous avez le droit de saisir votre élu local pour lui poser le problème et il a le devoir de vous donner des réponses, à défaut des solutions à ce problème. Mais si on ne part pas aux réunions municipales, si voilà, on n'interpelle pas nos élus locaux et qu'on passe le temps à geindre sur les réseaux sociaux, rien ne peut changer. Rien ne va véritablement changer. Il faudrait déjà que le peuple regagne son pouvoir, j'ai envie de dire ça comme ça là, et sache véritablement à quoi servent nos élus locaux, notamment les députés, les maires et les conseillers municipaux. C'est eux là qui nous nous avons eu des réactions, peut-être, je peux dire, de Samuel Bilong, président d'une formation politique, qui contre la prorogation, n'est-ce pas, du mandat des élus locaux. Je crois que vous avez quand même pas eu vent de, n'est-ce pas, cette décision venant de l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous, n'est-ce pas, de cette évolution un peu de l'Assemblée nationale? Il est contre la prorogation. Oui, la prorogation du mandat des élus locaux. C'est le jeu politique. Ouais. Je suis désolée pour lui. Il peut être contre. C'est son droit le plus absolu. Mais sauf que c'est juste le jeu politique. Vous n'allez pas demander au parti au pouvoir qui se reflète dans la majorité à l'Assemblée nationale de se tirer une balle au pied comment dire ça, en organisant des élections en février 2025 alors qu'une élection présidentielle est en octobre 2025. C'est juste le jeu politique, c'est de la stratégie pure et simple. S'il avait un entrepreneur politique en son sein, il ne serait pas offusqué par rapport à ça, il le saurait depuis dès lors. Alors, on va un peu souffler, le temps nous tient à la gorge. On va souffler avec, n'est-ce pas, cette rubrique. Est-ce que vous aimez la gastronomie camerounaise? Oui,
Bon voilà, écoutez, on va essayer de voir ce qu'on nous a concocté avec cette rubrique qui est consacrée à la gastronomie, découverte, n'est-ce pas, culinaire. If life they show you. Nous étions à découverte culinaire, ça on découvrait comment est-ce qu'on cuisine la tête de la chèvre avec un peu d'humour justement à la cuisinière. Alors vous aimez un peu cette cuisine africaine, elle est d'origine nigériane. Non, moi je suis camerounaise de l'Est, le coco c'est la base. Ah le coq, avec voilà. Le kanga. Ah le kanga, le bon poisson là. Avec le touba. Voilà le touba, le plantain pilé, voilà. On va essayer de parler de vos perspectives. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours, les mois qui suivent, notamment concernant votre métier, entrepreneur politique. Vous avez tout à l'heure évoqué l'ouverture d'un cabinet au Congo-Brazza, c'est ça? Oui, tout à fait. En communication et marketing là-bas, c'est beaucoup plus pour les entreprises gérer leur communication et leur événement. Mais ici au Cameroun, à partir de septembre, nous allons, avec mon association, nous allons relancer avec le renforcement des capacités politiques des femmes dans certaines régions du pays et dans le thème de partis politiques, voir avec certains acteurs comment les accompagner pour véritablement mettre des stratégies en place pour grappiller des parts du marché politique. Voilà, c'est vrai que le temps nous est imparti, il y a beaucoup de réactions, on ne pourra pas toutes les lire. Alors on va parler un peu des droits humains. Quelle réaction suite aux multiples sévices que subissent les femmes dans les sociétés, notamment celle du Cameroun? C'est vrai qu'on a parlé de féminicide, on ne peut pas finir cette émission sans évoquer justement ça, parce qu'il y a des femmes du ministère de la Promotion des femmes et de la famille qui nous suivent actuellement. Elles voudraient avoir votre avis, notamment concernant les féminicides qui sont récurrents au Cameroun. C'est un fléau qui somme toute, tire ses origines de beaucoup de causes, notamment la vie chère, le manque, l'impatience des gens, je dirais ça comme ça là. Alors les cas de féminicide, je crois en 2023, nous en étions à 189. Oui, ça continue déjà, ça continue, c'est plus assez alarmant. En fait, c'est le silence de... Mais selon vous, quel est le conseil que vous pourrez donner à une femme qui peut-être subit ce genre de crime? Dès la première gifle, partez. Dès la première gifle, partez. Et il faudrait également s'adresser à la famille. Justement, il faut également s'adresser à la famille. La famille devrait être le bouclier ou le recueil de ces personnes-là. Ça ne devrait pas être une honte de quitter son mariage parce qu'on est battu. Au contraire, la famille devrait être ce socle qui se mettent entre nous et notre agresseur, parce qu'au final, ce n'est plus notre mari, c'est notre agresseur. Et on ne saurait tolérer cela. Alors, on va prendre un cas spécifique peut-être de l'import-substitution quand on parle de production locale. Aujourd'hui, que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette imagerie qu'on essaye de mettre en place, notamment concernant les produits locaux, la valorisation, le Made in Cameroun, comme on le cite assez souvent? Il était temps. Il était temps que l'on revalorise le Made in Cameroun. Il était temps que l'on mette le Cameroun d'abord, le Camerounais d'abord, avant toute autre chose. Mais cela doit nécessairement nécessiter un accompagnement institutionnel du gouvernement pour que véritablement le Made in Cameroun puisse s'imposer au Cameroun et partout ailleurs. Alors, que doit-on appliquer pour avoir plus de femmes en politique? Ce que l'on doit appliquer, il faudrait déjà des sensibilisations auprès
des hommes et des femmes, c'est très important. Pas juste sensibiliser les femmes à part, non. Il faut sensibiliser les hommes et les femmes à l'importance de la participation politique des femmes. Il faudrait mettre sur pied un programme de renforcement des capacités des femmes, parce qu'il ne faut pas juste les exhiber comme étant des instruments pour atteindre un quota. Il faudrait véritablement que l'on a des femmes qui sont des actrices politiques d'envergure. Pour cela, il faut avoir de la substance et de la contenance. Donc, de la substance, de la contenance, c'est vrai. Les femmes, en politique, on en a beaucoup, mais réellement, il faudrait qu'elles s'engagent peut-être le plus, car aujourd'hui, on a besoin de la femme pour, n'est-ce pas, continuer à avoir une bonne marche de la société, néanmoins, avec la gestion des entreprises et puis la gestion de la famille et la gestion de la bonne gouvernance. Alors, nous allons prendre cette dernière rubrique qui, n'est-ce pas, concourt à l'humour. Vous savez, l'humour également, c'est aussi fait pour se détendre, apporter aussi un petit sourire. Sans plus tarder, prenons cette rubrique. Ça va? Ta mère là? Ok, t'as pas ballon de l'autre temps. Temi! Hé, Magne! Quel bon moment t'amènes chez moi, oh! C'est comment non, ma femme? Je vous ai déjà dit que vos choses, que votre frère meurt là, je ne suis pas dedans. Je prends soin de toi, non, mais tu te fâches seulement. C'est comment alors? Depuis que ton frère n'est plus là, je n'étais même plus vu mettre les pieds chez moi. Non, c'est le travail. C'est que les camions, là, il y a les jours que tu conduis, tu as la force. Il y a les jours que tu conduis, tu n'as pas la force. Dans tout ça, tu es tout foiré même. J'étais en train de lire ma Bible avant que Manon m'a dit que tu es là. Magne, ta Bible, c'est que tu lis. Tu n'as pas encore fini ça depuis 7 ans, maman. Laisse. On lit, on relit. Je t'ai pas dit la dernière fois, tu vois mon voisin qui met toujours venir chez les gens qu'on ne peut pas, non? J'entends seulement comment le. Qui? Pas Justin. Pas Justin. J'entends seulement comment la nuit que aïe. On croyait qu'il était dans ce mouvement parce que c'est un homme qui aime les femmes. Son aïe là, c'était seulement l'amour qui venait le chercher. Il te dit que. Pas Justin que tu vois là, hein. Son corps était sec à la morgue. Tu vois, quand tu fais le sein, ça tombe par terre, non, maman? Tu garbatises aussi trop les choses, je te connais. Non, je te dis. Je te demande, Mani, je vois comment ta maison est d'un état. Pourquoi la maison si est sale comme ça? Mano! Mano! Ça, c'était saleté, ça. Viens ramasser la bouteille ici. Il est vu un enfant sale comme ça. C'est même, nous avons aussi qui trop. Mani. Tu sais que le feu de la Chine ne peut pas être asthmatique le jour qu'il pleut. Depuis que ta fille s'arrête les plantes, elle a une mauvaise façon de parler. Je t'avais dit que j'avais vu ça au deuil. Je t'avais dit une intérêt à dire ça. C'est ma fille, oh. C'est ma fille. Mais elle a une façon de parler aux gens que Magne, il faut tuer ça dans l'œuf. Mon voix, il te dit déjà. Parce que tu vas me dire que tu avais raison. Voilà ça qu'elle te dit. Parce que je vois comment la maison. Ouais, attaque pas. Non, parce que ta maison aussi est déjà. Regarde, là où c'est le tapioca, le pot de fleurs. Mano! Mano! Putain, c'est pas non. Mais regarde-moi le mépris, non, tu t'en. J'ai demandé que le tapioca là chez quoi là-bas? La maison c'est la cuisine, vous mangez partout, et un peu de respect. Mais ça c'est un enfant que depuis la mort de mon frère, je ne comprends plus rien. Arrange-moi le pot de fleurs là. Quand tu veux venir te donner les autres, là, je parle à qui? Mais faut un enfant, hein? Tu sais à quoi dans cette maison? T'as un enfant, comment ça va? Moi je vais vous donner les autres là, c'est quoi? Tu venais, tu m'appelles, mon nom est dans ta bouche. C'est déjà comme ça? C'est déjà comme ça? Depuis que tu commences à arrêter les suicides comme ça, man, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. On dit en partant comme vous, le jour que l'araignée a ses règles, même le serpent se met à bailler. Tu comprends? Je ne vais pas me manquer de respect ici. Je te prends pour qui? Parle, tu me réponds comme ça? Comme une villageoise. Qui t'a appris les manières comme ça? Bordel! Hey, t'es mieux. Ta fille. Vous avez fini de tuer votre mari dans ma maison, m'accuser. Maintenant, c'est ma fille que tu veux. Non. Ta fille, si elle a les manières, les comportements bizarres. C'est mon seul enfant, mais 9 mois. Tu ne parles pas comme ça, ma fille. Hein? Tu ne parles. Il fallait même la garder encore 11 mois. Parce que c'est comme ça qu'elle va bien mûrir. Son cerveau est derrière. Mais sors de chez moi. Sors de chez moi. Je m'en dis que quand tu dis ici là. Si ce n'est pas le problème, ce que tu dis. Non, tu veux me manger. Magne, tu me cherches de la maison de mon frère. Moi, regarde ton vrai frère. Ton vrai frère. Tu avais tué mon frère pour garder la maison des chats. Telle mère, telle fille. Tu devais m'insulter. Le ciel de la bordelaise, nous sommes maintenant. Donc mon pauvre, sache qu'on me voit comme elle est Dieu voit. Mais sors de chez moi.
L'influenceuse MK Michel, c'est vrai qu'elle s'est lancée également dans la comédie avec ses web-séries. Mais nous allons faire un coup d'œil à nos partenaires maison. On va dire bonjour à Inapati avec Alkawar Beauty. Alkawar Beauty, n'est-ce pas, c'est un établissement qui vend du matériel pour femmes, notamment on vend aussi des chaussures, des habits qui sont situés notamment à la rue Malan Ibrahim, à la descente sapeur-pompier Mokolo, à proximité du carrefour Soya. Je crois quand même que tous les Camerounais connaissent le carrefour Soya. C'est la briqueterie, le quartier de la briqueterie, qui a, j'espère pas, un grand magasin. Et elle répond au numéro 674 39 36 05, 674 39 36 05, 699 82 60 57. Alkawar Boutique, vous serez bien reçus, notamment les produits qui viennent de la Turquie, de la Chine, du Cameroun, avec même des produits pour les femmes, nettoyage, notamment concernant les femmes, les reins, et puis les ovules également pour les femmes qui veulent concevoir. Alkawar Boutique est là pour vous, avec un salon de coiffure aussi comme Prime. Alors en deuxième, nous avons Madiv Sal, qui fait dans le commerce et la distribution avec les produits Moula. Moula, n'est-ce pas, c'est des huiles, des gommages, avec la femme qui doit normalement bien être représentative, avec un visage quand même assez féminin et beau, bien entretenu. On donne un coup d'œil, n'est-ce pas, aux jeunes hommes qui, n'est-ce pas, découvrent de nouvelles femmes. Moula, c'est justement de la cosmétique, du lait de toilette, des gommages, des savons, de la crème du soir. Moula est disponible au numéro 676 80 23 20, 691 10 24 32. On répète, 676 80 23 20, 691 10 24 52. Ce sont les produits Moula. Allez-y faire un tour et vous ne serez pas déçus. Alors on va prendre le dernier. Tout à l'heure on a évoqué l'import-substitution. Comme l'a défini le chef de l'État, on doit travailler, n'est-ce pas, sur la production locale. Le Made in Cameroun est mis en valeur avec cette huile végétale qui vient de sortir sur le marché depuis le mois de juin. Huile Flomic, justement la distribution se passe dans toutes les régions avec ce contact 650 42 72 12. On dit déjà un bonjour à Madame Marie-Florence Onde qui en est la promotrice, qui dans les prochains jours nous enverra le spot publicitaire vu que nous sommes déjà partenaires. On retient le numéro 650 42 72 12. Et voilà pour les partenaires qui restaient et puis qui sont notamment partenaires de l'émission Afrique au féminin. On espère que vous aurez d'autres partenariats qui vont arriver. Vous avez de l'espace ici à cette émission. On pourra valoriser vos produits et parler notamment du Made in Cameroun. On vous y attend car ici à Afrique, Regarde Afrique, nous avons déjà une page publicitaire qui est réservée à tout le monde qui fait dans l'entrepreneuriat. Alors nous allons terminer l'émission avec notre invitée, Madame Pierre-Stéphanie Mwankono Elanga. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Alors, où est vendu votre ouvrage qui est très important nécessairement en entrepreneuriat politique? Aujourd'hui, on a la jeunesse qui se lance en politique, qui peut-être voudrait quelque part savoir ce que c'est que la politique avant peut-être de créer sa formation politique. Alors, dites-nous un peu, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, pour l'instant, nous sommes en pleine négociation avec des points de vente. Mais pour l'avoir là actuellement, il suffit de me contacter au 699 14 51 96. Alors, vous pourrez également contacter Odile, pareil, moi qui suis la présentatrice. Alors, je vous passerai son contact. Alors, avec ça, comme je vous ai dit, chaque samedi, les femmes prennent le pouvoir. Vous savez, l'émission, c'est Afrique au féminin. Connectez-vous chaque samedi dès qu'il est 14h. Nous allons travailler et peut-être évoquer plusieurs sujets, notamment concernant la femme, l'entrepreneuriat, la politique, comme vous avez vu aujourd'hui, et puis bien plus d'autres sujets. Nous sommes là pour vous rendre service. Restez scotchés sur Regarde Afrique, la chaîne panafricaine. Et surtout, le conseil du jour, croyez en vous-même et surtout, soyez sages.